Et bonjour à tous et bienvenue pour ce second commentaire audio en compagnie de l'ami Mathilias. Merci beaucoup mon cher Bach, je suis à nouveau très heureux de faire partie de ton émission et comme tu le sais, je suis très impatient de commenter avec toi le film qu'on va faire aujourd'hui parce que comme tu le sais, c'est un de mes films préférés et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire dessus et j'espère que toi aussi également. Oui, alors il faut savoir que c'est un film assez particulier qu'on voulait traiter tous les deux parce que il n'a pas eu les honneurs d'une sortie en salle en France. Ce qui est assez dommage, hein. Ça arrive que des films n'intéressent personne et donc ne sortent pas en France. Donc il est sorti directement en DVD, en catimini. Et c'est bien dommage parce que c'est un film tout à fait intéressant. Pour une première réalisation, le réalisateur, comment s'appelle-t-il, Nick Murphy, fait quand même un film qui lorgne beaucoup du côté du film Les Autres d'Amenabar. Je sais pas si tu connais. Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Ça y ressemble beaucoup. C'est un autre film à voir. Voilà, tiens, on fait de la publicité en passant. Et donc oui, ça aurait été dommage de ne pas en parler parce que c'est quand même un film vraiment très original et pour moi, il est très prenant. J'ai même versé ma petite larme. Voilà, pour tout dire. Alors là, on arrive carrément à la scène d'ouverture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Nick Murphy, il a mis dans ce film un intérêt tout particulier pour la musique, qui est composée par le jeune compositeur britannique Daniel Pemberton. Et pour cela, il a utilisé le Chamber Orchestra of London, ainsi que le chœur The Crouch and Festival Chorus. Et là, dans ce générique, on peut entendre un morceau qui est composé par Nick Murphy et Daniel Pemberton. Ah d'accord. Au coccinelle, justement. Ah oui, d'accord. Et là on est dans... C'est un film quand même assez classique dans sa structure quand même. Les problèmes des films de maison hantée, si tu veux, c'est que c'est toujours la même question qui se pose au réalisateur. Comment pousse-t-on les personnages à entrer dans une maison hantée ? Et là, la réponse est tout de suite donnée avec le personnage de Florence Cathcart, qui est joué par Rebecca Hall, qui est en fait une espèce de scientifique qui essaye, dont le but serait de démontrer l'existence des fantômes, mais qui souvent vient plutôt démystifier des supercheries. D'où son intérêt pour tout ce qui est maison hantée, etc. Puis ça la fait surtout sourire parce que jusqu'à présent, tous les faits qu'elle a démontrés, c'était de la supercherie quoi en fait. Oui, à l'image de cette scène d'introduction qui nous fait entrer bille en tête dans le sujet, le spiritisme dans toute sa splendeur. Faut savoir, c'était une période à partir de la fin du 19e siècle. Où le spiritisme commençait à prendre beaucoup d'importance, notamment en Angleterre. Même un certain Conan Doyle s'en fera l'écho, ni plus ni moins que l'auteur de Sherlock Holmes, puisque il participera lui-même à des séances de spiritisme. Donc oui, c'est assez intéressant de commencer le film comme ça. C'est une belle entrée en matière. Là, on voit surtout aussi l'impact de la musique, qui est vraiment très impressionnant dans cette première scène. Oui, c'est vrai que la musique à cet instant-là est juste... Moi, quand je l'ai écouté la première fois, vraiment, j'ai trouvé que c'était véritablement puissant. Alors que curieusement, pour le reste du film, elle sera beaucoup plus discrète et créera plutôt plus une ambiance pesante, mais tout en restant discrète. J'aime bien la façon qu'a filmé Nick Fury aussi, c'est quelque chose d'assez particulier, ça va vite et en même temps c'est lent. Et puis on voit bien un petit peu aussi le point de vue de l'héroïne du film, à savoir Florence Cathcart. C'est un personnage que je qualifierais d'olmésien, Florence Cathcart. Elle passe le film à
à additionner les faits et à en faire des théories jusqu'à ce qu'elle te sorte une histoire à la manière de Sherlock Holmes. C'est pas pour rien d'ailleurs que le film se passe en Angleterre, hein, d'ailleurs, hein, c'est un autre parallèle. Elle a l'esprit très, très cartésien en fait. Très très cartésien, oui. Au passage, je voudrais corriger une erreur que tu as faite. C'est Nick Murphy, hein, le réalisateur, pas Nick Fury. Tu as eu un gros lapsus là. C'est révélateur. Faut l'excuser, on a parlé de Marvel juste avant et du coup ça lui est resté en tête. Je suis subjugué à chaque fois que je vois jouer cette actrice. Elle a vraiment quelque chose, un charisme. Elle est vraiment à fond dans son personnage. C'est quelque chose qui est exceptionnel, je trouve. C'est vrai que j'avais pas vu beaucoup de films avec Rebecca Hall, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle a un rôle, c'est vrai qu'elle a une manière d'attirer la caméra à elle. Je sais pas, c'est du magnétisme, je sais pas, mais c'est... Ouais, une certaine prestance qui fait que... Tout à fait. Qu'on peut pas la manquer en fait. Puis j'aime bien le fait aussi que le film se déroule dans un vieux Londres, un Londres ancien un petit peu, d'une autre époque. Ben, Londres d'entre-deux-guerres, puisque ça se déroule en 1921. Donc pas si éloigné que ça de Sherlock Holmes, quand on y réfléchit. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, parce qu'il me semble que Sherlock Holmes vit plusieurs années après la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un film... qui s'en rapporte. Je pense qu'il y a quand même une volonté du réalisateur, oui, de vouloir faire un parallèle avec Sherlock Holmes. Mais le parallèle va s'arrêter là, puisque Sherlock Holmes est très cartésien et que Florence Cathcart sera obligée, pendant le film, d'accepter cette part de surnaturel qui nous entoure. Et là, cette scène, elle est vraiment très intéressante, la scène de la baffe, parce que ça permet aussi de nous montrer à nous, spectateurs, les doutes, les faiblesses un petit peu du personnage de Florence Cathcart, parce que du coup on sent qu'elle a quelque chose qui lui pèse sur le cœur, que c'est ce qu'elle fait, que c'est très difficile en fait, que du coup révéler des supercheries en fait ça commence à lui peser. Ben, oui, ça se rapporte à elle, mais j'aime bien aussi le personnage de cette mère qui a perdu un enfant, qui, même si elle, en son fond intérieur, elle sait qu'elle est dupée, elle a besoin de croire qu'il y a quelque chose après la mort, et le fait que Florence Cathcart ait ruiné complètement cette illusion fait qu'elle est furieuse contre elle. Je trouve cette image vraiment très puissante. Alors ici, on a à notre disposition un nouvel acteur, un nouveau personnage qui arrive. Et du coup, ce personnage est joué par Dominic West, encore un acteur anglais. Car vous remarquerez que dans ce film, pratiquement tous les acteurs et actrices sont anglais. Et Dominic West est absolument excellent dans le rôle du professeur Mallory. Il a beaucoup de prestance aussi, un petit peu comme Rebecca Hall. Et vous allez voir que la relation entre justement le professeur Mallory et Florence Cathcart est vraiment très très intéressante. Aussi bien dans la manière de filmer qu'a eu le réalisateur que dans l'intrigue du film. La scène de pleurs de Florence Cathcart envers sa mère. C'est vrai que on entre vraiment bille en tête avec le personnage, on nous dévoile toutes ses facettes, ses fêlures. À côté de cette femme qui est qui est cultivée, cartésienne et même assez moderne, hein, puisque tu verras dans la scène d'après la tenue qu'elle porte. Elle porte carrément un pantalon. En 1921 quand même, en Angleterre, c'était quand même pas si courant que ça. Et vas-y que je fume une cigarette, vraiment une femme émancipée qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Hein.
Là, c'est un petit peu le côté, je dirais, bouleversant du personnage, en fait. Parce qu'on pourrait croire qu'elle est froide par son côté cartésien, mais en fait, non, elle est humaine, parce qu'elle aussi, elle éprouve des émotions, la perte de son mari, tout ça. C'est quelque chose qui est assez bien montré dans le film, et c'est ce que j'aime. Un autre rapprochement avec l'univers de Sherlock Holmes, l'exposition de l'enquête dans un bureau, c'est purement le Messien, ça. D'ailleurs, je trouve que la pièce a quelques relents du 221B Baker Street. La cheminée, le fauteuil, le microscope à côté, tout ça sonne vraiment Sherlock Holmes. Je pense que c'est vraiment pas anodin, je pense qu'il y a vraiment une recherche là-dedans. Puis c'est ça la force de Nick Murphy, c'est que au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'histoire, les décors, il a toujours réussi à trouver des décors qui étaient en adéquation avec l'époque où se déroulait l'histoire du film, en fait. Des décors, il n'y en a pas tant que ça, hein, finalement. Hein. C'est grosso modo un huis clos dans l'école. Hein. D'ailleurs, au passage, je critiquerai le titre français du film, qui est La Maison des Ombres, qui ne veut ça pas tellement de sens en plus quand on y réfléchit 2 secondes. Je préfère amplement le titre anglais, The Awakening, qui en français veut dire le réveil, la prise de conscience. Ça a nettement plus de sens que le titre français. C'est vrai que La Maison des Ombres est un titre assez farfelu. Je me demande d'où est-ce qu'ils ont eu l'idée de pêcher un titre comme ça. Farfelu, et puis en plus déjà vu. Enfin, on a quand même un film en français qui s'appelle Le Village des Ombres, déjà. Ils sont pas allés chercher bien loin, hein. Franchement. Bon, c'est sûr que traduire basiquement The Awakening par le réveil, ça n'aurait pas eu grand apport, c'est sûr. Mais La Maison des Ombres, je trouve que bon, je sais pas. En plus, des ombres, on a l'impression que ça parle de satanisme ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas du tout le sujet du film, quoi. Alors là, cette scène où le professeur Mallory montre les photos à Florence, déjà ça va commencer un petit peu l'ébranler, parce que faut savoir que c'est quelqu'un qui ne croit absolument pas aux fantômes, et que au fur et à mesure du film, on dirait ces barrières scientifiques, je dirais, vont commencer à s'effriter. Je dirais pas qu'elle croit pas aux fantômes, je pense qu'elle veut y croire, au contraire. Mais malheureusement, elle a eu beaucoup trop de déconvenues face à face avec des charlatans, en fait, que du coup, elle en vient, oui, à douter de ça aussi. Hein. Mais je pense que dans son fort intérieur, elle veut croire aux fantômes. Enfin, son histoire personnelle fait qu'elle veut y croire. Hein. Enfin, le fait qu'elle ait perdu un fiancé à la Première Guerre mondiale, en fait, c'est lui qu'elle essaye de chercher à travers toutes ses expériences. C'est vrai que c'est pas faux, mais là, dans cette scène, elle essaye de démontrer par A plus B au professeur Mallory que les fantômes, quoi, c'est des sornettes, quoi, que c'est comme le Père Noël, que c'est comme la petite souris pour les enfants, c'est la même chose, quoi. Le problème, c'est que bon, c'est encore plus vrai maintenant, mais c'est vrai que tout ce que le professeur Mallory lui a apporté peut être expliqué scientifiquement. Ce qui fait que voilà, c'est pas une enquête qui au départ pourrait l'intéresser. Elle le fait pour une seule et unique raison, c'est que c'est pour les enfants. Hein, le fait que les enfants soient terrorisés par ce fantôme qui a apparemment entré l'école la pousse à agir. Et on retrouve l'idée du début du film avec la gifle qu'elle se prend par la mère et qui lui dit « Vous n'avez jamais eu d'enfant, n'est-ce pas ?» Et ça fait écho à une blessure qu'elle a parce que oui, elle n'a jamais eu d'enfant avec l'homme qu'elle aimait, quoi. Et c'est là qu'on voit justement dans cette scène qu'elle va prendre sa fameuse décision justement de faire cette enquête. Je pense
pense qu'elle est intriguée en fait au départ. Oui, il y a de ça aussi, hein. Ça fait un peu comme Sherlock Holmes qui mais j'ai un nouveau mystère à résoudre. Oui, j'y vais. C'est ça. Mais Sherlock Holmes, lui, c'est bien montré dans la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Il n'accepte que les enquêtes qui ont un petit côté étrange, pas ordinaire, du moins. Alors, vous allez voir que dans la suite du film, le réalisateur va beaucoup utiliser de phrases en latin ou de jeux de mots en latin. À l'époque, c'était peut-être on parlait peut-être plus le latin qu'aujourd'hui, certainement. Ah bah oui, c'est sûr. C'était même obligatoire. Et je trouve ça même très bien pensé. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec ce film, c'est de constater comment le réalisateur a su maîtriser son histoire de bout en bout, sans jamais faire d'erreur. Enfin, il y a bien une petite scène qui me pose problème, mais on y reviendra quand on y sera. Mais il truffe son film d'indices divers et variés qui fait que on aurait pu arriver à la conclusion du film par nous-mêmes. Sauf que le réalisateur montre ça sans y accentuer, si tu veux. Et je trouve ça génial. C'est une manière très intéressante de porter une intrigue. Parce que finalement, ce film, c'est un peu une intrigue policière sur fond de surnaturel, hein, quand on y réfléchit. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Puis ce que j'aime bien dans The Awakening, c'est, je sais pas, on dirait que c'est un film qui sort d'un autre temps en fait. Aujourd'hui, on n'en voit plus des films comme ça pratiquement. La manière dont c'est réalisé, la manière dont c'est joué par les acteurs, les décors, tout ça, la musique. Je trouve que de ce fait, en fait, le film est assez original en fait. Car il se démarque en fait de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui avec tous ces effets spéciaux. Enfin... Ah oui, mais alors le pire, c'est qu'on a critiqué le film par rapport à ça, en disant que c'était beaucoup trop classique. La réalisation était beaucoup trop académique, c'était pas un film qui révolutionnait le genre. Oui, c'est vrai que le film ne révolutionne pas le genre, que les autres sont passés avant, et qu'il y a eu d'autres films mieux faits sur les fantômes, mais vraiment... faut pas cracher dans la soupe non plus, hein. Faut prendre ce qu'on nous donne, et très sincèrement, ce film avait sa place dans une salle de cinéma. Enfin, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas mis. Ah, Dolores Ombrage. T'as reconnu Dolores Ombrage ? Oui, exactement. J'adore cette actrice. Ah oui, elle était juste parfaite. Dans les Harry Potter, elle était juste parfaite, et dans ce film, elle tient très bien son rôle. D'ailleurs, je voulais te soumettre un point de vue. Tu trouves pas que dans ses décors, ce film-là ressemble un petit peu au film Les Choristes ? Oui. J'allais dire l'architecture, c'est pas vraiment l'idée, mais le découpage des lieux fait beaucoup penser, oui, à l'école des choristes. Et l'architecture aussi, l'époque un petit peu aussi. Les choristes un peu plus tard, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais enfin. Mais oui. Il y a certaines ressemblances. Ça y ressemble, oui. Oui, parce que l'école des choristes est peut-être bien plus vieille que la Seconde Guerre mondiale, c'est certain. Alors, il faut savoir quelque chose aussi, c'est que l'actrice qui joue Maud, en fait, comme tu l'as dit, a joué dans Harry Potter, et c'est vraiment là que j'ai fait, que j'ai vu pour la première fois cette actrice, et qu'elle m'a bluffé. Elle a une sacrée carrière derrière elle. Je me souviens pas de sa filmographie, mais j'avais jeté un coup d'œil sur Wikipédia. Elle a une sacrée carrière derrière elle, hein. Puis c'est ça aussi que je trouve fort dans ce film, c'est que vraiment tous les acteurs jouent juste, et c'est vraiment rare dans un film aujourd'hui de retrouver une telle connivence comme ça entre les acteurs, un tel feeling.
Mais je pense que le casting a été choisi par rapport à ça, parce que quand on y réfléchit, c'est quand même un huis clos, ce film, un huis clos avec, la plupart du temps, 3 personnes. Avec Florence Cathcart, Robert Mallory et Maud. Donc pour qu'un film marche, il faut que les interactions entre les acteurs fonctionnent. J'ai souvenir, par exemple, parce que je viens de voir le making-of du film Spider-Man de Sam Raimi, qu'ils avaient galéré comme c'est pas permis pour trouver la Mary Jane qui collerait avec Tobey Maguire. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver Mary Jane, hein, parce que les actrices qu'ils avaient, leur jeu détonnait avec celui de l'acteur principal. Même le recteur, il est effrayant de réalisme en fait. Il est à fond dans son personnage, le surveillant, enfin... Même les enfants, en fait, quelque part, ils ont quelque chose d'effrayant tellement ils sont à fond dans leur rôle, quoi. Mais je dirais le personnage qui m'a vraiment le plus intrigué, c'est le petit homme. Ce garçon est vraiment, vraiment intriguant, et puis la manière dont il joue, moi j'ai été bluffé. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Baf, mais j'avoue que ce petit garçon, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Tu sais que c'est très difficile de trouver de bons enfants acteurs, hein. C'est presque un défi de faire des films avec des enfants, hein. Parce que les enfants, la plupart du temps, enfin à une certaine époque c'était comme ça a peut-être évolué depuis, mais les enfants ils étaient formatés pour faire de la publicité, si tu veux. Et là j'ai un souvenir, c'est le film Alien avec James Cameron, où ils avaient galéré pour trouver Mute, la petite Mute, parce que toutes les gamines qu'ils castaient, en fait, elles avaient tout un défaut. À chaque fois qu'elles finissaient leur scène, elles se tournaient vers la caméra en faisant un grand sourire, tellement elles étaient formatées pour la publicité. Et ça a été un défi de trouver une actrice qui retranscrive bien la peur et les émotions. Et je pense que ce film, ça ne déroge pas à la règle. Ça n'a pas dû être facile du tout de trouver l'acteur pour jouer le petit homme, qui pourtant a un rôle essentiel dans l'histoire. Et c'est vrai que je trouve qu'il a beaucoup de prestance avec la caméra, et c'est vraiment très troublant. Je sais pas ce qu'il fait maintenant, mais j'espère qu'il ira loin, parce qu'il est vraiment bluffant. Comme s'il avait été fait pour ce rôle, en fait. C'est ça. Tout à fait. Puis ce que j'aime bien aussi avec Nick Murphy, c'est que sa manière de filmer, en fait. Il a quelque chose pour filmer, pour les personnages, en fait. Il prend bien le temps de les filmer, on voit bien un petit peu la manière dont ils se comportent. C'est ça la réalisation classique, hein. Ça se sent, hein, c'est beaucoup de caméras sur trépied, sur grue. Il n'y a pas de steadicam, de caméra portée à l'épaule. C'est vraiment très carré, très classique, mais en même temps une réalisation classique pour un film qui se passe à une certaine époque. Je trouve que c'est tout à fait justifié. C'est un truc que je ne supporte pas, par exemple, dans le film Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Toutes ces explosions, toute cette caméra qui bouge de partout, je trouve que ça détonne complètement, c'est complètement à côté de la plaque. Là, on a vu justement les premières faiblesses du professeur Mallory. Oui. On va dire ces démons qui semblent un petit peu venir le hanter. Les démons de la Première Guerre mondiale, puisqu'il est parti au front. Sa haine envers comment on pourrait appeler ça, le garde-chasse, qui sous un prétexte complètement bidon a évité la guerre. Hein, Oui, d'ailleurs, ce personnage-là moi, je l'ai toujours trouvé un peu bizarre. Et j'ai eu un peu de mal à comprendre au début ce qu'il faisait là, mais au fur et à mesure des visions du film, j'ai fini par comprendre. C'est vrai que tu mets là l'accent sur un problème qui m'avait gêné moi aussi. Je trouvais le personnage du jardinier pas spécialement utile pour l'intrigue. Je me demandais moi aussi ce qu'il foutait là, en fait.
Alors, il apporte quelque chose, mais c'est vrai que, je sais pas, ça aurait pas, il aurait pas été là, ça m'aurait pas gêné en fait. C'est plus pour la fin du film, j'ai envie de dire qu'il apporte quelque chose. Oui, et puis c'est surtout pour la caractérisation des personnages. Je pense que c'est pour mieux mettre Mallory en avant, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu effacé au début du film. Même s'il est joué par un super acteur. Mais c'est un film qui traite de plusieurs formes de hantise. Hein. Bon, là, on a la hantise classique, avec les fantômes, et puis on a les démons intérieurs, hein, et on en a le parfait exemple avec le professeur Mallory, on a le parfait exemple avec l'autre professeur dont j'ai oublié le nom, là, qui est assez dur avec ses élèves, hein, quand même, hein, le châtiment corporel et tout le bazar. Tout ça se traite, voilà, des grosses failles psychologiques à l'issue de la Première Guerre mondiale, hein, que beaucoup de soldats auront en revenant du front. Hein. Parce que quelque part, les enfants et les adultes dans ce film sont aussi affectés en fait qu'on ne pourrait le penser en fait. Tout à fait. Car l'adulte qui est le professeur est affecté par les soucis de la Première Guerre mondiale, donc quelque part, là, avec le professeur, on voit bien qu'il le transmet en battant ses élèves avec le bâton. Donc ce qui fait qu'après, les élèves sont traumatisés. Et donc après, plus tard, ils vont transmettre ce traumatisme. Tu as tout à fait raison. Et c'est notamment bien explicité dans une autre scène qui arrive plus tard dans le film. Je suis bluffé par la réalisation du mec, quoi. C'est quand tu connais la fin du film, que tu regardes que tu fais un deuxième visionnage, tu vois tous les efforts qu'il a fait pour bien respecter son histoire, c'est juste ça force l'admiration. Alors là, on arrive à une scène un peu Holmesienne un petit peu, où on voit Florence qui est justement en train d'installer son matériel pour prouver justement que voilà, les fantômes c'est du pipeau. Et ça me fait beaucoup penser un petit peu à Sherlock Holmes, cette scène un petit peu. Ah, je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais c'est ce que je dis depuis le début du film, hein, c'est très holmésien. Hein, jusqu'à un certain point, hein, mais c'est très holmésien. Là, on est dans la partie je récolte des faits. Des faits, c'est ce que dit toujours Sherlock Holmes. Hein, on ne peut pas échafauder de théories sans faits. Si on échafaude des théories sans avoir de faits, c'est contre-productif, il le dit suffisamment. Donc là, on est vraiment... le personnage de Florence fait vraiment écho à ça. Oui, voilà, là on est avec Florence, là au début on est dans l'esprit un petit peu scientifique, cartésien, tout ça. Tandis que Mallory, c'est le contraire. Pour lui, l'esprit scientifique, il y croit pas trop. On a l'impression que ces démons en fait le hantent depuis toujours. Et que pour lui, en fait, la science ne résoudra aucun de ses problèmes. C'est vrai que Mallory, j'ai un peu de mal à le cerner. Je peux pas tellement dire s'il croit aux fantômes ou s'il croit pas plutôt à une... Non, j'arrive pas trop à le cerner en vérité. On a l'impression qu'il est un peu blasé en fait. C'est surtout quelqu'un qui a été blessé par la guerre. Je pense, oui, que ce côté entièrement cartésien, n'est pas sa marque de fabrique, c'est certain, c'est sûr. C'est quelqu'un, oui, qui, je pense, a une certaine croyance, mais je pense aussi qu'il est quand même assez terre à terre, hein, sur certains points. Alors là, on a vraiment une scène très très intéressante avec Maud qui parle aux enfants, notamment à Walter et à Tom. Et là, tu vois, c'est une des scènes qui me gêne un petit peu, en fait. Enfin, c'est par rapport à la fin du film, donc on va pas spoiler maintenant, on va garder ça pour la fin, mais elle est assez curieuse cette scène quand on y réfléchit. En même temps, en voyant ce plan, je me dis que finalement, non, ça a peut-être une explication quand même.
et on voit la cruauté des enfants entre eux. C'est bien triste tout ça. Oui. À l'époque, c'était un peu comme ça. Et puis ça l'est toujours aujourd'hui, hein, tu sais. Alors là, on arrive le coup des petites clochettes. À une scène, c'est là, je dirais un petit peu la première scène angoissante du film. Donc dans la réalisation, Nick Murphy, ce qu'il fait pour une scène angoissante, c'est qu'il ralentit un petit peu la caméra. Il va très très doucement. Et surtout, c'est pas une réalisation en jump scares. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il y en a très très peu. C'est vraiment une réalisation très atypique. Hein. Il y a des plans, quand on les voit, on se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et le temps que tu te mettes à réfléchir à ça, ça a disparu. Puis moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que tous les personnages ont un côté, un côté flippant en fait, un côté angoissant. Tu sens qu'il n'y en a aucun qui est vraiment apaisé en fait. Voilà, c'est le mot. Ils ont tous, je pense qu'ils cachent tous quelque chose en fait. Même les enfants, tu les sens tendus, tu les sens... En même temps, c'est un peu normal puisqu'ils pensent voir un fantôme. C'est vrai que ça a été une mode souvent pendant longtemps, hein, que les enfants incarnent l'innocence. Ça n'a pas commencé depuis très longtemps, hein, de diaboliser un petit peu les enfants. Hein. Alors ça c'est bien fait, hein. Il y a plusieurs films qui en sont l'exemple, hein, mais c'est vrai que ça reste assez rare. Hein. C'est souvent que les enfants incarnent l'innocence, la pureté, etc. Quoi. Bon, après c'est fait avec plus ou moins de talent. J'ai encore en tête un très mauvais film qui était La Marque des Anges, Miserere, qui était adapté d'un livre de Granger. On en revient un peu au Rivière-Pourpre, et c'était une catastrophe, hein, soit dit en passant. C'était une catastrophe. Ne regardez pas ce film. C'est mon conseil du jour. Alors là, du coup, on arrive à une scène très intéressante aussi, puisqu'on voit un petit peu ce dont quoi souffre Mallory en fait. Alors là, j'arrive pas trop à savoir si c'est une blessure de guerre qu'il s'amuse à entretenir ou si c'est une mutilation qui n'a strictement rien à voir. Non, c'est une mutilation qui n'a strictement rien à voir en fait. Ouais, je me suis posé la question en revisionnant le film, je me suis dit, est-ce que c'est pas une blessure de guerre qu'il s'amuse à entretenir? Ouais, en fait c'est ça. Si, c'est exactement ça. Par contre, pour montrer que Florence est quand même une femme moderne, elle inverse carrément le rôle. D'habitude, ce sont les hommes, hein, qui font les petits voyeurs. Exactement. C'est pour faire un peu d'humour. Attention, le côté angoisse et enquête. La petite lampe électrique. Vous savez, elle aurait pu avoir une lampe à pétrole. Non, non, je suis une femme moderne. Moi, je me balade avec une lampe électrique. Hein. Ça montre bien que c'est quand même une femme très très moderne qui est presque en avance sur son temps, hein, j'ai envie de dire. Mais elle est en avance sur son temps, justement. Et là, ce plan, voilà, il y a le garçon, elle passe à côté sans le voir. Moi, j'avais pas fait attention, mais maintenant que oui, mais c'est filmé de telle manière, t'as l'impression que c'est normal. Voilà, en effet. T'as l'impression que c'est normal. On l'a vu. C'est qu'après qu'elle soit passée que tu dis mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout ce gamin là, ils sont pas censés tous être couchés. C'est là tout le génie de cette réalisation, quoi. Il s'abuse pas à faire des jump scares, il te montre des trucs et c'est quand ça a disparu que tu dis mais attends, mais c'était pas censé être là ça. Comme par exemple ce plan avec la lampe torche et l'eau qui est sur le parquet. L'instant d'avant, ça y était pas, et l'instant d'après, ça y est. Tu dis, mais c'est pas normal, d'où ça sort? Et puis t'as les éclats de verre, tu dis, mais ça non plus, c'est pas normal. C'est vraiment très bien étudié. En fait, tout a un sens dans ce film. Tout à fait. Au début, c'est pas forcément très clair, mais plus on avance dans le film, plus on va comprendre. Mais comme n'importe quelle enquête de Sherlock Holmes, hein, si tu veux, tu passes ton temps, tu passes tout le temps du bouquin à ne rien comprendre, et à la fin tout s'enchaîne et tu te dis mais bien sûr, j'ai vraiment été idiot, j'avais tout sous les yeux.
Et là, c'est typiquement le film que j'adore, c'est qu'on t'a donné tous les éléments, on ne t'a rien caché, et quand il te donne la solution, tu dis, mais bon sang, bien sûr, j'aurais dû le deviner moi-même. En fait, ce film, c'est l'exact opposé de ce qu'a fait Mathieu Kassovitz pour Les Rivières Pourpres. Voilà. Pour faire un lien avec la précédente vidéo, Kassovitz, lui, il a tout bâclé, il n'a pas donné tous les éléments pour que le spectateur comprenne par lui-même, et Nick Murphy fait exactement le contraire, il te donne tous les éléments. C'est à toi de les saisir et de bien les interpréter. C'est vrai que le parallèle que tu fais est assez intéressant, et j'y avais pas forcément pensé. Mais après, je pense que Nick Murphy, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, en fait. J'avais vu une mini-série TV de lui qu'il a fait. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était sur un mec qui s'était fait emprisonner. Et en fait, le but, il devait prouver son innocence suite à un meurtre qu'il n'avait pas commis. Et c'était, je crois, une mini-série de 3 ou 6 épisodes, je sais plus. Ça durait, je crois, entre 1 heure et 2 heures maxi. Et c'était vraiment très bien fait aussi. Je t'encourage à voir aussi cette mini-série. Après, je sais pas ce que tu en penses. Ça, c'est pas de la qualité de The Awakening, mais ça vaut le coup. Bah, ça permettrait de juger sa réalisation. N'ayant vu que ce film, d'ailleurs, je crois que c'est son premier long métrage d'ailleurs. N'ayant vu que ce film, je peux pas vraiment juger sur sa manière de réaliser. Est-ce qu'il est toujours pareil? Est-ce que... La grande idée de ce film, la maison de poupée, elle revient à plusieurs reprises et je trouve que c'est l'une des plus grandes idées de mise en scène de ce film. D'ailleurs, même ceux qui critiquaient le film trouvent que cette scène est vachement réussie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, dans les moments de tension, il y a quasiment pas de musique. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Mais quand il y a un moment un petit peu angoissant, il y a une petite musique qui apparaît. Vraiment très courte. Là, on l'entend un petit peu, la musique, elle est vraiment très très faible. Et là, dans quelques minutes, il va y avoir une musique un peu plus forte. Ce que je trouve génial, c'est exactement la même approche que Bruno Coulet. C'est pas de la musique grandiloquente qui fait tadada, toin de soin pour te faire peur en te balançant un gros coup de cymbale de la mort qui tue. Non, c'est de la musique très intimiste qui pose une ambiance et qui te met mal à l'aise, mais ça reste très discret et je trouve que c'est une approche beaucoup plus constructive. Puis là, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on commence un petit peu à comprendre un petit peu les fantômes de Florence Cathcart, car même elle a du mal à croire à ce qu'elle voit, mais en fait au fur et à mesure de l'histoire on va en apprendre un peu plus sur le personnage, et c'est ça qui est intéressant, c'est la manière d'aborder en fait les peurs de Florence en fait dans ce film. Même au début, que je trouve que c'est le meilleur moyen de les aborder en fait. La scène de la révélation. Là, on a assisté en fait à un mini-épisode de Sherlock Holmes. On a eu toutes les phases. La présentation des faits, la récolte des indices et le twist final, la résolution de l'enquête. Toute la première partie du film, c'est ça en fait. C'est une enquête holmésienne menée tambour battant. Et il va y avoir la deuxième partie qui n'aura plus grand chose à voir avec la première. Exactement, la deuxième partie, ce sera, on va dire, plus... comment dire ça? La résolution des fantômes de chacun. Voilà comment j'ai envie de l'appeler. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis on peut faire un autre parallèle aussi avec notre précédente vidéo Les Rivières Pourpres, c'est que tout se déroulait un petit peu dans un décor très sombre, sauf au début, où c'était assez lumineux.
Et là, les lieux, la météo, tout est fait justement pour retranscrire cette impression de malaise, cette impression qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, en fait. Tout est terne dans ce film. Hein. Les couleurs sont très effacées. Oui, c'est gris, c'est terne. Voilà, c'est... Et je crois pas qu'il y ait un seul, sauf peut-être la fin du film qui est plus lumineux, mais je ne crois pas qu'il y ait un moment du film où ça soit plus coloré. Alors j'aime beaucoup cette scène, car ça permet aussi de mettre l'accent sur un personnage qui est pas forcément non plus très évident, on pourrait le penser même très important, mais en fait ce qui va le dire est lourd de sens en fait. C'est quelqu'un qui a fait la guerre et qui a été vraiment très traumatisé par ça, et en fait son traumatisme il va l'infliger en fait aux enfants quelque part. D'une certaine manière, oui, pour les endurcir, parce qu'il estime qu'il n'était pas assez endurci pour faire la guerre. Voilà, c'est. Voilà. Mais toutes les conséquences de la Première Guerre mondiale, hein, le film est très bien écrit de ce point de vue-là. Hein. Mais d'un certain point de vue, ce professeur n'est pas si éloigné de ça de Mallory. Hein. Sauf que Mallory, lui, il se châtie lui-même. Mais il se châtie pas pour les mêmes raisons non plus, tu vas me dire. Il se châtie parce que il estime qu'il ne devrait pas être là, qu'il devrait être mort avec ses amis. Et, pourquoi lui a survécu et pas les autres? Voilà le sentiment de culpabilité classique. Hein. Mallory, en fait, pour faire un parallèle, c'est qu'il s'automutile lui-même, en fait. Tandis que ce professeur, en fait, il n'arrive pas à contenir sa souffrance. Donc, quelque part, il la fait rejaillir sur ses élèves, en fait. Ah, mais il souffre déjà en lui-même. Hein. Tu remarqueras qu'il tousse beaucoup. Alors, on peut avoir plusieurs suppositions, mais est-ce que ce ne serait pas des séquelles de la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il n'aurait pas été soumis au gaz moutarde, par exemple, et qu'il en aurait gardé cette toux constante? On peut aussi penser à la tuberculose, mais bon, je penserais plutôt pour le gaz moutarde, pour ma part. Puis c'est marrant parce que la façon dont on nous montrait ce personnage au début du film, on a l'impression que c'était un professeur qui n'avait pas de cœur. Et là, en fait, dans cette résolution d'enquête, on se rend compte que malheureusement c'est lui le coupable, certes, mais que quelque part il a un côté humain. Oui, c'est vrai. Et finalement, c'est un petit peu... voilà, on se dit finalement, ce pauvre type, c'est plus une victime qu'autre chose. Voilà, exactement. Notant que voilà, il est coupable, mais pas tant que ça au final, quoi. C'est un fâcheux concours de circonstances qui a fait que le petit garçon est mort d'une crise d'asthme. Et ça nous montre aussi que personne n'est monstrueux à la base, quoi, en fait. Le seul qui est vraiment monstrueux, et c'est pour ça que je trouve qu'il étonne beaucoup dans ce film, c'est le personnage du garde-chasse. Parce que c'est un lâche doublé d'un sale type. Parce qu'on peut être lâche, mais être quand même sympathique, alors que lui, il cumule toutes les tares. Hein. C'est vraiment le parfait salopard. Et puis là, on a entendu un petit peu une sorte de messe. On a entendu un petit peu les paroles de la chanson Be Still My Soul, qui a été composée par le compositeur finlandais Jean Sibelius, et qui est aujourd'hui en fait l'hymne utilisé par les Finlandais. Et donc du coup, en fait, cet hymne va avoir une importance vraiment cruciale au fur et à mesure de l'avancement du film. Et vous comprendrez pourquoi, en fait. J'en parlerai un petit peu plus en détail lorsque ce sera nécessaire. La petite confrontation avec le garde-chasse. Lourde de sens, hein, qui aborde effectivement tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que, je sais pas toi, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à appréhender un petit peu ce personnage, à comprendre un petit peu son utilité. Mais même dans cette scène, en fait, il a son utilité quelque part.
Son utilité, je pense que il permet quand même de résoudre certains problèmes. Et puis il permet à Mallory, si tu veux, d'agir d'une certaine manière, parce que le personnage de Mallory est assez passif tout le long du film, et c'est vraiment le personnage du garde-chasse qui va un petit peu le sortir de sa torpeur en quelque sorte. Puis là on comprend clairement que le garde-chasse est un personnage qui est dérangé en fait. On sent qu'il y a un souci. Ouais, dérangé, disons que c'est pas une personne très recommandable, hein. Il fait un peu animal là quand même sur certains abords. Alors remarque cette sublime scène avec le personnage de Maud qui est sous le parapluie et le petit homme à côté qui n'est pas protégé par le parapluie. Je trouve que c'est une scène lourde de sens. Une fois qu'on a vu le film une fois, on se dit mais oui, mais c'est évident. Et puis j'aimerais revenir quelque chose aussi sur le garde-chasse qu'il a dit. Il a dit en fait à Florence qu'il fallait pas se méfier des morts, mais qu'il fallait se méfier des vivants. Oui, surtout de lui. Et je trouve que cette phrase, comme il le dit, est lourde de sens. Et il a tout à fait raison. En plus, c'est un peu la morale de ce film. Et puis là, la fameuse scène du parapluie, comme tu disais, c'est vrai que cette scène aussi est lourde de sens, puisque quelque part, tous les enfants rentrent chez eux, sauf le petit homme, en fait. Et le fait qu'il ne soit pas protégé par le parapluie, c'est comme si la pluie n'avait aucune incidence sur lui. D'ailleurs, tu remarqueras, il n'est pas trempé. Il est sec, archi sec. C'est vrai que c'est un indice. Ça m'a pas. Moi, quand j'ai revu le film une deuxième fois, j'ai dit mais oui, mais ça crève les yeux. Bon sang, comment j'ai fait pour ne pas avoir ça la première fois. La mise en scène de ce film est vachement bien étudiée. Parce que tu as le scénario d'un côté, mais tu as aussi le réalisateur qui fait tout avec sa réalisation, avec des petits trucs comme ça qui n'ont... C'est pas compliqué à mettre en scène, mais c'est là, il y a une intention de réalisation très claire, et ça frise pas le génie, faut pas non plus exagérer, mais c'est fait consciencieusement par un type qui est passionné par son sujet. Et puis là, cette scène où Florence va tomber à l'eau, je sais pas toi, mais ça m'a rappelé une scène un petit peu qu'il y avait dans un des films de Peter Jackson, du Seigneur des Anneaux, quand Frodon justement se dirige un petit peu vers le Mordor. Je crois qu'il passe vers les monts brumeux, si je dis pas de bêtises. Et il y a toute une sorte de lac un petit peu bizarre où il y a eu un combat, et où il y a des morts, tout ça. Et il regarde dans l'eau, et après il tombe dans l'eau suite parce qu'il y a un mort qui l'attrape. Et là, ça m'a fait penser un petit peu à ça aussi. C'est pas tellement une idée purement du Seigneur des Anneaux, hein. Ça fait également référence aux Styx, le fleuve des morts dans la mythologie. Ça m'a rappelé cette scène en tout cas. Je sais pas si toi ça te l'a rappelé ou pas, mais moi c'était assez... Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout la même optique que le Seigneur des Anneaux. Oui, certes. Je parlais plus dans l'optique de réalisation en fait. Puis là, ce qui est intéressant aussi dans cette scène, c'est qu'on en sait un peu plus sur on va dire, la jeunesse de Florence Cathcart, au travers d'un élément comme quoi elle était je crois qu'elle était en Afrique. C'est ça, oui, en Afrique. Et elle a été agressée par un lion. Et donc du coup, c'est un villageois qui l'a sauvée. Et donc elle a été soignée à ce village. Et alors, elle en conserve une marque, une trace sur son épaule droite, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle serait pas allée à Tsavo des fois. Référence à oh punaise, The Ghost and the Darkness. Je me souviendrai jamais du titre en français qui est bidon aussi. Un très bon film à voir aussi.
Tiens, ça serait une bonne idée d'en parler un de ces jours, tiens, de celui-là. C'est une scène très importante parce que oui, ça permet d'en apprendre plus sur Florence, mais aussi beaucoup sur Tom, au vu de ses réactions, et aussi sur Maud, évidemment. Oui, exactement. La confrontation Florence-Maud aussi est assez pas mal du tout. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais Maud a tendance à vous voyez Florence un petit peu aussi. Ou à l'appeler mademoiselle, tout ça. Alors là, pour le coup, on peut pas trop en juger parce que film anglais oblige, ils n'ont pas de vouvoiement, les Anglais. Oui, enfin, quand ils disent you, tu ne peux jamais savoir s'ils veulent les tutoyer ou s'ils veulent les vouvoyer. Après, c'est à l'interprétation des traducteurs. C'est un peu comme la série Sherlock, où au premier épisode, les deux personnages se vouvoient, et à partir du deuxième, les traducteurs ont estimé qu'ils se connaissaient suffisamment pour se tutoyer. Mais même au début, elle a tendance, elle l'appelle Miss Cathcart, alors qu'elle veut qu'elle l'appelle Florence en fait. Ah oui. Oui, le côté, mais ça c'est le côté femme moderne. Hein, c'est pas une femme qui s'embarrasse avec les traditions, etc. La politesse. Elle considère Maud comme une égale, donc. Et peut-être que, en son fort intérieur, sans qu'elle s'en doute, elle commence déjà à avoir des souvenirs qui affluent et qui auront un grand rapport avec la fin du film. Ah, la fameuse scène du bain, j'adore cette scène. Oui. C'est une autre manière d'aborder le personnage de Florence, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette scène. Moi, je suis à chaque fois que je vois cette scène, je suis waouh. Florence face à ses doutes. Exactement. Puis un moment de bonheur, un petit peu dans le bain, tranquillement, en essayant d'éviter ses ennuis. Oui, ses soucis plutôt. Te rase pas trop l'œil quand même. Faut dire qu'elle montre pas grand chose non plus, c'est un scandale. Elle a pu se rincer l'œil avec Mallory, mais nous on n'a pas le droit, c'est pas juste. Tu es d'accord avec moi pour dire qu'elle est belle quand même. Oui. Ah oui, non, mais elle a... Oui, elle a je ne sais quoi, oui, c'est du magnétisme. Je trouve que franchement, elle illumine la caméra. C'est sûr que ça aurait été une autre actrice, le film n'aurait pas eu le même impact, je pense. Je pense aussi. Enfin, en ce qui me concerne. Hein. Après, comme peu de personnes l'ont vu, ce film, puisqu'il n'a pas eu les honneurs d'une sortie ciné. Mais voilà, c'est un film qui mérite d'être réhabilité, voilà. Comme quoi, les choix de sortie cinéma en France sont quand même assez étranges, quelquefois. Mais quand tu veux faire un film sur du surnaturel, notamment sur des fantômes, il faut pas... il y en a certains qui ne comprennent pas, et vas-y que je te mets des effets spéciaux, et vas-y que je te mets des situations dégueulasses. Moi, un film d'horreur, enfin un film d'épouvante, un film de fantôme, c'est pas fait pour te rendre malade en voyant le film, c'est fait pour te mettre mal à l'aise, c'est fait pour te surprendre, te faire peur de temps à autre, mais ça doit pas se faire par des jump scares, ça doit se faire par une ambiance, ça doit se faire par une histoire, et c'est exactement ce que ce film fait. Ah, deuxième apparition du fantôme. Ah voilà, ça c'est un jumpscare. Il y en a très peu dans le film, mais je trouve qu'ils sont tout à fait judicieux. Parce que du coup, ce jumpscare là, si on y réfléchit bien, c'est le jumpscare qui fait relancer le film, parce que arrivé à ce niveau-là, le film pour nous est presque terminé, quoi. Il n'y a plus d'histoire. Ouais, puis elle a fait sa mission, c'est terminé. Un petit peu à s'endormir un petit peu sur ses lauriers. Voilà, c'est ça. C'est un peu le reproche général qu'on lui faisait. Mais moi, je trouve qu'au contraire, cette lenteur permet de présenter les personnages, de parfois les faire parler entre eux aussi. Et je trouve pas forcément que ce soit une mauvaise idée en fait. Du moment que ce ne soit pas trop long non plus, parce que sinon après... il y a le risque aussi qu'on perde le spectateur. Et la maison de poupée, deuxième partie. Et c'est là qu'on commence vraiment à être très très mal à l'aise.
Florence commence à se rappeler de quelque chose, enfin, ou des choses qu'elle semblait avoir oubliées. Là, pour le coup, c'est plus comme si le fantôme lui disait: je te vois, je sais tout ce que tu fais. Et là, le dernier plan, tout en haut de la maison, je trouve que c'est... Waouh. Moi, j'ai vu la scène la première fois, je dis: ah oui, quand même. Très bonne idée. Et voilà. Et je t'ai fait peur et je t'ai rien montré. Mais absolument rien. Juste une porte qui se ferme. C'est génial. Et puis, il y a aussi un autre parallèle qu'on peut faire par rapport aux rivières pourpres. C'est que les rivières pourpres, c'était plus au niveau de l'ambiance. On retrouvait justement la boîte à musique, un thème qui correspondait un petit peu à la méchante du film. Tandis que là, on retrouve souvent, comme tu le disais, la maison de poupée, qui fait référence un petit peu aux peurs et à l'enfance un petit peu de Florence. Ajoute à cela qu'on est dans une école pour garçons. En plus. Ce qui finit d'y arranger. Et tu as tout à fait raison. Puis là, ce qui est marrant, c'est que on a bien progressé dans l'histoire, donc les certitudes de Florence, en fait, elles commencent à s'étioler de plus en plus. Elle commence à croire un petit peu que le surnaturel, en fait, pourrait exister. Elle commence à croire, je pense, oui, que ce qu'elle cherche, elle peut peut-être le trouver dans cette école. Voilà. Et que peut-être aussi ce qu'elle cherche par rapport à son passé, elle peut peut-être aussi le trouver. Son passé, non, son passé, elle s'en fiche, à vrai dire, elle a fait une croix dessus depuis longtemps, hein, quand on y réfléchit. Hein. Parce que, alors on en apprend un peu plus avec elle, c'est vrai qu'au départ on la voit avec des parents, et puis après on apprend que ce sont des parents adoptifs. Notamment quand elle explique la scène de l'attaque du lion. Et pour elle, c'est comme si elle a une histoire toute tracée et qu'elle s'en souvienne pas, à vrai dire, ça n'a pas d'importance, elle sait d'où elle vient. Enfin, elle pense savoir d'où elle vient. Alors là, c'est une des scènes qui m'a posé un peu d'incompréhension. Voilà, cette histoire de thermomètre qui baisse tout d'un coup. Que le petit homme montre du doigt à Maud, et Maud qui regarde ça comme si elle était surprise. Je trouve que c'est un petit écart par rapport à l'idée du film. Enfin, si on suit la logique du truc, elle ne devrait pas être surprise. Alors, après, moi, ça m'a pas étonné tant que ça, puisque il y a quand même certains indices le réalisateur nous donne des indices comme quoi Tom n'est pas vraiment vivant, en fait. Et donc là, c'était un indice de plus pour nous faire comprendre que Tom, justement, qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Maud est surprise. Enfin, ou alors elle a peur, ou le thermomètre est en train de baisser, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est peut-être ça. Elle a peut-être peur que Florence comprenne le poteau rose. Trop tôt. Parce que le but, c'est de lui faire comprendre, mais de l'y amener progressivement. Là, elle est en train de commencer à comprendre, justement, avec la fameuse poupée qui chante, poupée lapin. Ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, toutes les certitudes des uns et des autres commencent un peu à être chamboulées. C'est ça qui me plaît dans ce film. Puis c'est la manière de nous les expliquer aussi. Encore une scène d'angoisse où c'est filmé très lentement, un petit peu, avec pas mal de regards sur les différents personnages, sur les lieux.
Oui, l'espèce de montage parallèle. En général, quand on fait ça, c'est que il se prépare quelque chose. Voilà. Le fameux livre qu'a écrit Florence. Ah, ça aussi, ça pourrait être un défaut qu'on pourrait reprocher au film. Je n'ai pas compris, par exemple, pourquoi au tout début du film, il fait une citation du livre écrit par Florence Cathcart, alors que c'est un personnage de fiction, et donc le livre est aussi une fiction. Il n'existe pas. Pourquoi faire une citation au début du film? Ça aurait eu plus de sens qu'on écoute Florence Cathcart dire cette phrase, mais en audio, plutôt que de l'écrire, parce qu'on a l'impression... Moi, quand j'ai vu cette scène pour la première fois, je me suis dit, ah, c'est adapté d'une histoire vraie alors. Et du coup, je me suis précipité sur Internet pour voir, et en fait, non, son personnage est une pure fiction. Non, c'est qu'en fait, il a utilisé des phrases de son bouquin pour la contredire. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais au début du film, quand elle reçoit Mallory dans son bureau, elle est convaincue que c'est bidon le motif pourquoi Mallory vient la voir. Je vois pas cette phrase comme ça. Je pense que cette phrase, elle est justement à prendre au second degré. Elle dit justement qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec toutes les familles qui ont été endeuillées par la guerre, c'est une période propice aux fantômes parce que ces personnes qui ont perdu des êtres chers veulent les retrouver et veulent croire qu'il y a quelque chose après la mort. Oui, elles ont besoin je pense que la phrase est à comprendre comme ça en fait. Mais alors peut-être que justement, tu as peut-être raison, il a mis cette phrase comme ça pour bien montrer comment est le personnage de Florence Cathcart et pour mieux montrer son cheminement tout le long du film. Et puis pour dire aussi que quand on a des peurs étant enfant, on peut les garder en étant adulte, quelque part. Que les peurs ne s'effacent jamais complètement. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Les peurs de l'enfance, en fait, qu'on a eues pendant notre enfance. Donc là aussi, c'est une scène vraiment que j'ai beaucoup aimée du film, puisque c'est une des rares scènes où justement Tom et Florence ont l'occasion de se parler. Et donc du coup, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que Tom, il semble connaître des choses sur Florence que Florence ne connaîtrait pas elle-même. Donc c'est quelque part, ça la bouleverse un petit peu et on n'a pas l'occasion de voir une Florence, je dirais, autant surprise, autant bouleversée, autant émue. Et c'est ça que j'aime dans cette scène d'ailleurs. Maud arrive et justement à ce moment-là, je pense qu'elle a fait partir Tom parce qu'elle avait peur que ce dernier lui en révèle trop en fait sur son passé. On voit bien tout le long du film qu'elle a beaucoup de mal à le contrôler, hein, Tom. Hein. Il a bien envie de faire que ce qu'il veut. Voilà, exactement. D'ailleurs, ça donne lieu à une scène, mais elle n'est pas encore là, mais on aura l'occasion d'en reparler. Quand je l'ai revu, ça m'a un petit peu gêné. Et puis après, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit non, finalement, c'est quand même cohérent avec le reste du film. Et là, la confrontation avec Mallory, oui, qui lui donne des leçons alors qu'il ne les respecte pas lui-même. Ils sont tous les deux torturés par la perte d'êtres chers. Ils le vivent chacun à leur manière, et finalement... c'est deux manières qui sont pas si éloignées que ça, quoi, en fait. Voilà, on voit les deux personnages qui sont un peu ébranlés, en fait, par leurs problèmes personnels. Et quelque part, ils n'arrivent plus à avoir ce certain contrôle qu'ils avaient au départ. Et au fur et à mesure que Florence apprend des vérités sur ses fantômes, ainsi que sur ceux de Mallory, et ben ça la met un petit peu dans tous ses états, comme on peut le voir dans cette scène en fait. Comme si elle était ébranlée quelque part. Et Mallory aussi, je pense qu'il l'est ébranlé en fait. Parce qu'il sait plus comment faire face. Non seulement il sait plus comment faire face à Florence, mais il sait plus comment faire face à ses problèmes perso, quoi. C'est là qu'on se rend compte que ce sont deux âmes en peine qui font bien de se rencontrer et qui pourraient reconstruire quelque chose ensemble. Hein. Voilà, exactement. C'est ce que sous-entend la scène où il lui pose sa main sur l'épaule. Très belle scène.
J'aime beaucoup le visage de Dominique West aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'en penses de cet acteur? C'est un visage très particulier, hein, mais qui exprime beaucoup de choses avec son regard, avec son froncement de sourcils. Enfin, vraiment, c'est vraiment un faciès très atypique, quoi. On voit pas ça tous les jours. C'est clair. Alors c'est pas au même niveau que Ron Perlman par exemple, mais il a, voilà quoi, il a une prestance. Il a quelque naturelle. chose pour moi en fait. Voilà, un peu comme Rebecca Hall hein, finalement. Hein. C'est vraiment un casting très, je dirais pas complémentaire, mais très cohérent quoi. Ils ont tous quelque chose à apporter. Hein. Puis là, on voit Maud en train de jouer aux cartes avec Tom et Mallory qui passait par là. Puis il commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose qui cloche quelque part. J'aime bien le sous-entendu, c'est pour ça que ça s'appelle une patience. En fait, quand on revisionne le film, on comprend que Maud essaye d'occuper autant qu'elle le peut Tom, qui est un peu un électron libre. Hein, c'est un peu une cocotte minute qui est sur le point d'exploser, hein, si on peut dire, qui est un petit peu... c'est resté un enfant, hein, donc il est très empressé. Hein. Oui, il n'a pas la patience d'attendre. Et justement, il a tendance à pousser le bouchon un peu loin, ce qui fait qu'à un moment, dans une des scènes qui va suivre, Florence le rejette. C'est d'ailleurs assez particulier cette scène, parce que moi quand je l'ai vu la première fois, je me dis mais pourquoi elle s'en prend à ce gamin, il est pour rien. Et en fait, si, parce que dans son subconscient, elle sait que c'est lui le responsable. Elle ne le sait pas pourquoi, mais elle le sent. Enfin, du moins, là, elle commence à se poser des questions, en fait. Et là, encore un plan, voilà, c'est posé là comme ça. Et c'est tout. Tu as les jambes du garçon derrière, mais la caméra ne zoome pas dessus, quoi. C'est montré comme ça. Tu as un plan fixe sur Rebecca Hall et tu as l'écolier derrière. C'est là, justement, c'est pour nous montrer en fait que le matériel, en fait, il a détecté quelque chose. Et après le matériel détecte quelque chose. Parce que ça peut paraître bizarre en fait, vu comme ça. Même la boule là qui tombe des escaliers. C'est là véritablement que j'ai commencé à émettre des doutes sur le film. Parce que quand on regarde bien le montage, on se dit mais Tom est occupé avec Maud. Il ne peut pas être en même temps en train d'essayer d'effrayer Florence. Moi j'ai eu un peu de mal. Et puis après j'ai réfléchi, j'ai dit mais non, c'est cohérent avec le reste parce que Tom est capable de se déplacer très vite. Oui, et c'est un fantôme. Voilà, et de traverser les murs, les escaliers, etc. Mais surtout de se déplacer très vite. Il peut se déplacer d'un endroit à un autre en une fraction de seconde. Si bien que Maud ne peut pas se rendre compte qu'il a disparu. En fait, il fait sans cesse l'aller-retour, en fait. Et puis Maud, je pense pas qu'elle soit toujours tout le temps derrière lui, quoi, aussi. Bah là, ils sont tous les deux dans la même pièce en train de faire une patience, si tu veux. Sauf que la patience, c'est elle qui le fait. Et lui, il est quelque peu rentré. Donc on peut raisonnablement imaginer que, par moment, hop, il se téléporte à l'étage pour voir ce que fait Florence. Mais en fait, aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que s'il n'y avait pas Tom, en fait, il n'y aurait pas de fil conducteur à l'histoire, en fait. Et donc, du coup, toutes les scènes d'explication n'auraient pas de sens. C'est vrai que c'est comme quoi, quand on est pris dans le film, on ne réfléchit pas toujours, mais c'est vrai que le film est toujours centré sur Tom. Et si on réfléchissait 2 secondes à ce qu'on est en train de regarder, on devrait se dire, mais pourquoi ce film tourne autour de ce gamin ? Quel ressort dramatique il a, ce gamin ? D'après ce qu'il dit, c'est pas un orphelin, c'est pas quelqu'un auquel Florence pourrait s'attacher comme ça, quoi. On se pose la question de son utilité, quoi. Jusqu'à la fin du film. On se dit, bah oui, finalement, mais bien sûr, c'est logique. En fait, si on y réfléchit bien,
en première partie de film, le film à la base est centré sur Florence Cathcart. Donc quelque part, c'est sur elle que la caméra va zoomer, va poser son regard le plus possible. Mais au fur et à mesure que les révélations avancent, c'est Tom qui va devenir un petit peu, je dirais, l'élément central de l'histoire. Celui qui va être l'élément déclencheur quelque part de toutes les révélations qui vont suivre. Et en fait, c'est comme dirait Hitchcock, c'est le MacGuffin, hein. C'est l'objectif que cherche Florence en fait. Hein. Ce qu'elle cherche, c'est prouver l'existence des fantômes. Même si elle s'en garde bien, mais en fait, ce qu'elle a en tête, c'est ça. Puis Mallory, c'est quelque part, c'est une victime, mais c'est aussi, je dirais, l'élément réconfortant, en fait. Comme quoi, c'est pas vraiment un personnage secondaire, en fait. Je saurais pas comment vraiment le qualifier, mais il a son importance dans l'histoire parce que, quelque part, si lui aussi n'y était pas, Florence ne serait jamais dans cette école, quoi. Et puis surtout, il fait écho à la part de fragilité de Florence. Cette part de fragilité qu'elle essaye de rejeter, hein, d'ailleurs, en se montrant comme une femme forte, alors que non, c'est tout le contraire, elle n'est pas du tout forte, hein, elle est brisée de l'intérieur, hein, quand même. Exactement. Au même titre que Mallory. Et comme tu le disais très justement, d'ailleurs, elle se retrouve un petit peu avec le personnage, avec le professeur Mallory, quoi. Ah oui, c'est le miroir. Ils sont tous les deux le reflet de l'autre, hein, quand on y réfléchit. Pas pour les mêmes raisons, mais ils ont un parcours similaire. Et je trouve qu'ils forment un très joli couple à l'écran. Ah oui, la chimie entre les deux acteurs fonctionne bien. Avec tous les acteurs, hein, d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas une scène qui est plus mal jouée que l'autre. Non, c'est vraiment toujours de la même teneur tout le temps. Alors c'est ça un petit peu que j'ai pas aimé dans les commentaires qui ont été faits du film. C'est que j'ai lu que le film était un petit peu trop classique, que tout était un peu trop prévisible. Mais moi je suis pas du tout de cet avis en fait. Prévisible, non. Enfin moi franchement, j'ai été emporté par le film, hein. Et même si les plus malins peuvent dire oui c'était prévisible, j'avais deviné le truc depuis longtemps, ça n'enlève rien à la charge émotionnelle du truc. Hein. Enfin moi franchement, faut vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas ressentir quelque chose en visionnant ce film. Je dis pas que je pleure comme une madeleine, mais enfin c'est l'un des rares films où vraiment j'ai senti un petit pincement au cœur, quoi. Et c'est de facture classique, encore une fois, je l'ai dit, c'est une facture classique parce que c'est une période classique. Enfin, c'est sûr que ça serait déroulé dans une époque moderne, la réalisation n'aurait pas du tout été la même. Non, moi je trouve que la réalisation est très cohérente avec l'idée du film. Hein. Non, puis moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un film qui se démarque de ses concurrents en fait. Aujourd'hui, on a tendance dans le cinéma à envoyer toutes les infos aux spectateurs sans qu'ils prennent le temps de chercher, de se faire son idée. Et là, c'est tout le contraire, on prend le temps même de développer les personnages qui sont pas forcément, je dirais, ultra intéressants, comme le jardinier, Jude. Et puis, en fait, chaque scène, chaque personnage n'est pas le fruit du hasard, en fait. C'est ça que j'aime dans ce film, en fait. Pour moi, ce film, c'est presque le film parfait, quoi. Tu me demandes de citer un défaut, j'en vois pas, quoi. Oh, il y en aurait bien quelques-uns, mais vraiment, vu la qualité de l'ensemble, ça passe. Hein. Et puis il n'y a pas de grosse incohérence. Il n'y a pas d'incohérence auquel on ne peut pas trouver une explication valable, quoi. Il y a des films qui se formalisent pas de ça. Ce film-là est quand même très cohérent et très recherché dans tous ses éléments. Hein. J'ai presque envie de dire que c'est un film d'auteur quelque part. Parce que si tu regardes bien, aujourd'hui, tous les films
sont tirés de bouquins, tout ça, alors que celui-là, il est carrément né de l'imagination du réalisateur, quoi, en fait. Ou du scénariste, ou des deux. Puis, ce que j'aime bien dans la façon de filmer de Nick Murphy, c'est que il n'y a pas un plan qui sert à rien, quoi. Alors s'il y aurait bien un défaut, c'est peut-être cette scène-là où là j'ai pas trouvé d'explication. Cette scène où Mallory est attirée dans sa chambre. Pour quelle raison? Enfin, je vois pas le but. Et là on montre bien le montage parallèle où on se dit mais comment c'est possible en fait? Ben, même lui, il commence à avoir des doutes, en fait, quelque part. Alors, il y aurait peut-être une explication un peu plus réaliste, parce que je vois pas pourquoi Tom irait tirer le cordon de sonnette de la chambre de Mallory pour après l'enfermer dans sa chambre. Enfin, pour quel motif? Pour faire peur à Florence? Ah, peut-être, à ce moment-là, oui, mais bon, c'est pas... Moi, je dis, oui, mais c'est ça, en fait, t'as tout compris, c'est ça. Mais alors, pourquoi l'enfermer alors? Enfin, il peut très bien la tirer, le temps de faire ça, hop. Moi je pense qu'il y a quand même une part, que le garde-chasse a une petite chemise quand même là-dedans. Mais, non, en fait, je vois pas mais enfin, en même temps, il pouvait pas prévoir que Florence sortirait de l'école. Donc non, il faut bien se dire que c'est Tom qui fait tout dans cette scène. Et là je vois pas trop dans quel but. En fait, le but de Tom, c'est de faire perdre les pédales à Florence, en fait, de lui faire perdre justement cet esprit cartésien qu'elle a, cet esprit scientifique, pour l'emmener dans l'irréel, quoi, dans le surnaturel, dans le subconscient, le souvenir, oui, c'est ça. Et c'est justement le but de ces scènes là qui vont venir, en fait, parce que quelque part Mallory, c'est le côté sécurisant, un petit peu le côté rationnel de la situation, tandis que en fait Maud, quelque part, elle est angoissante parce qu'on sent qu'elle a quelque chose qui va pas chez elle, mais on sait pas quoi. Et Tom, c'est un peu pareil, même si le réalisateur nous donne plus d'éléments pour Tom que pour Maud, bizarrement. Et le jardinier, c'est un peu la même chose que Maud, quoi. On sent qu'il est dérangé, mais on n'en sait pas tellement plus. À mon avis, il est dérangé, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que finalement, il est victime de ses actes. Le fait qu'il ait agi par lâcheté au moment de la Première Guerre mondiale, et en fait, tout le monde le sait apparemment, hein, et il a l'air d'en souffrir. Donc les femmes se désintéressent de lui, tout le monde comment dirais-je, c'est pas se moquer, mais le dédaigne, hein, parce que voilà, c'est un type, c'est comme s'il avait déserté, hein, d'une certaine manière. Et c'est ce ressentiment qui le rend dingue, en fait. Ouais, puis on peut faire un parallèle intéressant, puisque c'est un film de fantôme quelque part, et lui, il est quelque part, de par ce qu'il a fait, c'est comme s'il passait inaperçu aux yeux des gens, alors que quelque part il est vivant. Et d'une certaine manière, il est hanté lui aussi par ses actes, voilà. Tu penses qu'il a des remords? Je pense pas qu'il ait des remords, non, parce que c'est quand même un foutu salopard, mais je pense qu'il est hanté d'une certaine manière à cause du regard que lui portent les autres, du coup. Il est hanté à son corps défendant, si tu veux. Alors que Mallory et Florence, ils restent hantés par leur propre volonté. Lui, il est hanté par défaut, en fait, par le regard des autres. À chaque fois que les autres le regardent, ah, t'as vu, c'est celui qui a déserté. Ben voilà, c'est ça. Il est hanté par ça. Puis je pense qu'il y a un petit côté psychopathe aussi, du fait qu'on a l'impression que là il essaye de violer un petit peu Florence, en fait. Ah bah c'est bien l'idée qu'il a, hein, le petit vicieux. Attends, il est quand même allé lui dire qu'il les avait vus avec Mallory. Voyeur. En plus il lui bave dessus. C'est dégueulasse.
Alors moi j'aimerais peut-être rajouter vraiment une toute petite incohérence, je sais pas si t'es d'accord avec moi ou pas. C'est qu'on a vu la Mallory réussir à sortir de sa chambre, je crois, par la fenêtre. Par la fenêtre, oui. Et à monter sur le toit. Comment peut-il monter sur le toit alors qu'il boite et qu'il a une jambe qui le fait souffrir? Bah, peut-être qu'il y a un moyen de grimper comme s'il y avait une petite échelle. Hein. N'oublie pas qu'il est quand même tout en haut, donc sous le toit, en quelque sorte. Donc le toit n'est pas si inaccessible que ça pour lui. Ah oui, puis j'avais oublié de préciser, là on voit justement le fantôme qui a fait peur à Jude. Donc quelque part, le fantôme il a de mauvaises intentions, mais il n'a pas que des mauvaises intentions en fait. Parce que en fait il est concentré sur le fait que Florence arrive justement à comprendre ses peurs en fait. Donc il veut qu'elle soit en vie. Mais quelque part, c'est là qu'est l'importance du personnage de Tom. C'est que Tom il est centré sur Florence et que Florence elle est centrée sur son passé. Et que du coup peut-être que Tom et le passé de Florence sont la même chose, sont liés. Voilà, je cherchais le mot. C'est surtout, et c'est expliqué un peu plus tard dans le film, que si elle avait été tuée à cet instant précis, elle n'aurait jamais pu rejoindre Tom dans l'au-delà en fait. C'est expliqué à un moment quand Maud reproche à Florence d'avoir tenté de se suicider sans avoir appris la vérité. Voilà, si elle était morte sans avoir appris la vérité, elle pense qu'elle n'aurait pas rejoint Tom dans l'au-delà. Et puis là, on arrive à vraiment un moment crucial où justement Florence perd toute lucidité, toute rationalité, tout esprit cartésien scientifique. Et justement, au moment où Mallory lui dit que nous ne sommes que trois. Et ben là, quand j'ai eu cette révélation, j'ai fait un retour en arrière sur le film parce que je dis c'est pas possible. À un moment, Mallory était à côté de Tom. Et donc, je sais pas pourquoi dans mon esprit j'avais eu l'impression qu'ils s'étaient parlé. Je dis mais c'est pas possible. Et en fait non. Tu peux regarder toutes les scènes où ils sont ensemble. Il fait toujours en sorte de ne pas le regarder, comme s'il n'était pas là. Il ne lui adresse jamais la parole. C'est super bien fait. Tout du long, c'est un film. Voilà, c'est le genre de film que j'aime bien. Il faut le regarder 2 fois. La première fois pour être époustouflé et la deuxième fois pour bien tout comprendre et pour voir à quel point la mise en scène de ce truc est super bien maîtrisée. À quelques défauts près, mais comme je dis, on peut trouver une explication. C'est un film à montrer peut-être dans les écoles de cinéma, non ? Oh, peut-être pas non plus, faut pas non plus exagérer, mais ça montre bien qu'un réalisateur malin peut transcender son sujet sans faire sans faire n'importe quoi. Il y a tellement d'autres films qui sont tellement incohérents quand tu les regardes, mais... Attention, là on approche des révélations. Ah oui, j'adore cette scène. Alors là, pour le coup, ceux qui ont critiqué le film en disant « Oh, c'est classique, etc. » Bah, regardez bien cette scène, parce que vraiment, toute la scène de la révélation, avec les portes qui s'ouvrent et qui renvoient toujours à la même scène, si ça, c'est pas moderne comme truc, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Puis la prestance de l'acteur qui joue Tom, là, je me rappelle plus du nom exactement, malheureusement. Mais c'est quand même assez incroyable, quoi. Le nom du bonhomme, je sais pas quel est son nom, malheureusement. Il est même pas mis en tête d'affiche alors qu'il porte un peu le film sur ses épaules. C'est pas honteux, ça. Je me demande si c'est pas le petit garçon qui joue dans Game of Thrones aussi. Celui qui joue Bran dans Game of Thrones. Je crois bien que c'est lui. Maintenant que tu le dis... Sauf que là, il est plus jeune. Faudrait vérifier, mais c'est vrai qu'il me ressemble. Maintenant que tu le dis, je me faisais la réflexion justement, je l'ai vu quelque part, et t'as peut-être bien raison. Avec les cheveux plus longs, oui, peut-être bien. Voilà, exactement.
Bah, ça serait à moitié étonnant, hein, parce que c'est vrai ils utilisent beaucoup d'acteurs britanniques dans Game of Thrones, alors un de plus, un de moins. Là, il y a Tom qui la force à regarder dans la maison de poupée. Eh oui, la maison de poupée, 3e partie. Ce qui est marrant, c'est que cette maison de poupée, elle se retrouve à 3 endroits différents. À chaque fois qu'elle regarde dedans, ce n'est pas au même endroit où elle l'a regardé la première fois. Et puis là, on en apprend vraiment beaucoup sur le passé de Florence, en fait. Donc en fait, on pourrait considérer que la maison de poupée, ce n'est ni plus ni moins que les souvenirs de Florence, en fait. En fait, c'est comme si elle avait placé ses mauvais souvenirs dans un petit coin dans son esprit. Et en fait, la maison symbolise ce placard dans lequel elle a enfermé tous ses mauvais souvenirs. Comme si elle avait renié son passé, en fait, en quelque sorte. Comme si du fait que son passé était vraiment douloureux, qu'elle avait voulu l'enfermer quelque part, quoi, en fait. Alors là, on arrive vraiment à une scène qui est vraiment magique, comme tu le disais. C'est tous ces allers-retours, ces mouvements de caméra. On sent vraiment toute la tension, toute l'horreur, en fait, de ce qu'a vécu la petite Florence Cathcart. Et la musique, justement, de Daniel Pemberton, qu'on avait justement entendu, qui était assez discrète sur les moments de tension. Ah oui, là prend vraiment tout son son. Là, on sent bien que c'est le climax du film et que là, la musique, elle explose. Littéralement, moi, c'est le passage préféré du CD. C'est souvent que j'écoute cette musique en boucle parce que c'est un déferlement d'émotions contradictoires. Mais c'est d'une puissance mais inouïe. Moi je sais pas toi, mais à chaque fois que je tombe sur cette scène du film, j'en ai des frissons. Ah oui, mais moi c'est la scène qui me fait presque chialer, hein, parce que c'est tellement beau, et puis elle est vachement bien fichue cette scène, hein. Franchement. Là pour le coup tu remarqueras là, le côté classique là, de la réalisation, ça a disparu. Maintenant c'est de la Steadicam, hein. C'est bien pour montrer que toutes les certitudes Florence sont en train de voler en éclats. L'équilibre qu'elle avait pendant tout le film, il est en train de partir en vrille, hein. Tu vois, la caméra elle tremble, il n'y a pas un plan qui est fixe, c'est fini, hein. Maintenant on est passé à un autre niveau de conscience, hein. Et je sais pas si tu avais vu le film en VO ou juste en VF, mais il y a aussi un autre indice sur le passé de la petite Florence, c'est que son histoire de Lyon, en fait, elle est fausse, et que, en fait, les villageois la surnommaient Mavoisie. Maoisie, ça veut dire petite lionne, en fait. Ouais. Et là, son père la surnomme Maoussi, c'est petite souris, en fait. Et ben c'est un peu ils ont retranscrit ça en VF. Bon, c'est un peu plus, enfin c'est bon, c'est pas tiré par les cheveux, mais les indigènes l'ont surnommé Mazouri, et quand il la cherche, il a dit ma souris, ma petite souris. C'est un peu la même idée. C'est encore un petit indice en plus, quoi, en fait. Oui. Là, le rôle du père qui est absolument ignoble, enfin vraiment. Là, pour le coup, je crois qu'il est même encore plus décérébré que le garde-chasse, hein. Là, pour le coup, on comprend. Enfin, moi, franchement, je comprends pas trop pourquoi il pète un câble, ce mec, hein. Déjà, on a l'impression que c'est un alcoolique, donc puis peut-être un peu dépressif aussi, hein. De toute façon, cette scène, elle est horrible. Ah oui. Et en même temps, elle est magnifique, quoi, en fait. C'est un peu une punition, hein. Voilà. Tu voulais un garçon, et ben tu tues le seul fils que tu as jamais eu. Mais c'est là qu'après on voit le père qui perd complètement les pédales, quoi. Enfin, il les a déjà perdus même. Puisque quelque part tuer sa femme, c'est pas très rationnel. Et vouloir tuer sa fille, c'est pas mieux non plus, hein. Aussi. Non mais c'est vraiment, c'est très malsain quand même comme histoire, hein. Tu réfléchis, bon, il tape sa femme déjà, on le comprend, il est alcoolique, il considère sa fille comme moins que rien parce qu'il aurait voulu un héritier plutôt qu'une héritière, et il a un enfant avec sa bonne, et ils vivent tous sous le même toit. Enfin,
en général, quand tu as un enfant illégitime, à cette époque-là, ce que tu fais, c'est que tu le mets à l'écart, tu t'en débarrasses. C'est pas ça, mais en fait, tu fais en sorte que ça ne se sache pas. Mais tout ce petit monde vit sous le même toit. C'est malsain. Pas étonnant que le mec, il ait perdu les pédales, hein, parce que franchement, tu parles d'une situation. Et là, on arrive sur la fin, justement, avec plus de lumière, je sais pas si t'as remarqué, puis avec une musique de Daniel Pemberton, on entend un petit peu les violons et le chœur qui se calme tout doucement, en fait. Et oui, c'est comme si la lumière avait été mise sur l'intrigue. Nous avons tout compris, tout est lié, les amis. Et là, la superbe scène du docteur Ombrage, du professeur Ombrage, je me souviens plus de son nom, Imelda Stanton, pardon. C'est ça. Voilà. Alors, pour ceux qui pensent qu'elle n'est capable que de jouer qu'une mégère, et ben voilà, regardez et admirez. Elle est vraiment très très forte dans cette scène. Elle me ferait presque pleurer. Ah oui, non, mais là, c'est une succession de scènes. À vrai dire, c'est un petit peu le reproche que je ferais au film. Moi, j'aurais arrêté le film là. Enfin, je trouve que ça aurait fait une super fin. Et il y a un espèce de quatrième acte... troisième plutôt, tu veux dire? Non, parce que le troisième, on y est là, justement. Et ce qui se passe après, je considère que c'est autre chose. C'est une autre péripétie, c'est un quatrième acte, en fait. Et ce quatrième acte, bon, il est pas mal, hein, je dis pas le contraire, mais bon, je trouve que ça atténue l'impact du troisième, je trouve. C'est un petit peu dommage. Non, moi, au contraire, je trouve que c'est une conclusion, en fait. Parce que, regarde, quelque part, dans cette scène, on voit que Maud, elle a souffert, en fait. C'est ça, c'est des mots à Maud, en fait. C'est qu'elle connaissait la vérité, mais que quelque part, elle n'a pas été capable de lui faire comprendre tout de suite, en fait, à Florence. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tellement ça. Enfin, elle, ce qui l'a hanté, c'est qu'elle a été séparée des êtres qu'elle aimait le plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, donc exactement. son fils, évidemment, mais elle considérait aussi Florence comme la sienne, puisque ça a été sa nourrice et on lui a arraché, hein, c'est ce qu'elle dit très explicitement. Hein. Ouais. C'est de ça dont elle a... C'est ça sa blessure. Hein. Donc quelque part, en fait, ce quatrième et dernier acte qui va venir, il est fondamentalement crucial pour terminer le film. Ouais, c'est vrai, maintenant qu'on y réfléchit, oui, parce que dans son esprit à elle, c'est le seul moyen de finir dignement cette histoire, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, le personnage de Mallory est un petit peu mis à l'écart de tout ça, parce que, voilà, il a rien à voir avec tout ça, en fait. Bah, disons qu'il va commencer à comprendre un peu plus sur le passé de Florence, donc ils vont pouvoir en discuter et quelque part ça va les apaiser mutuellement, en fait. Ouais, c'est une scène où le mec où il fait bien comprendre que finalement il croit aux fantômes. Donc en fait toutes les petites piques qu'il balançait à Florence sur son boulot, en fait, t'avais raison, oui, il croit aux fantômes, en fait. Maintenant quand on y réfléchit. Parce qu'elle lui dit en fait, le fantôme de mon demi-frère m'a tout raconté, et lui il accepte ça sans broncher. Hein. Puis, je sais pas si tu as remarqué, là il est habillé tout en blanc, et là jusqu'à présent dans le film il était soit en noir, soit en gris. Donc quelque part on a le sentiment là qu'il est presque, qu'il est presque apaisé, en fait, lui aussi. Bah, il est libéré, je pense. Oui, libéré, apaisé, enfin... Pour moi, c'est la même chose. Il a compris, il a fait le même cheminement que Florence, il a compris que la vie valait la peine d'être vécue sans qu'on se... Voilà, qu'il fallait vivre le moment présent et arrêter de vivre dans le passé. Comme s'il avait fait son deuil, quoi, en fait, quelque part. C'est un petit peu... En fait, c'est ça. T'as Mallory qui essaye de se libérer de son passé. T'as Florence, elle aussi, qui essaye de se libérer de son passé. Mais de l'autre côté, tu as Maud et Tom qui, eux, veulent la faire vivre dans le passé, en fait. C'est là l'antagonisme, en fait.
chacun est en train de tirer de son côté de la corde pour savoir. Voilà, t'as Mallory, oui, qui essaye de tirer Florence vers le présent et l'avenir, et t'as de l'autre côté, t'as Maud et Tom qui tirent de l'autre côté de la corde et qui disent non, tu vas rester dans le passé. Exactement. C'est bien de se morfondre sur les morts, reste avec nous, on s'éclate. Alors là, justement, on arrive au fameux 4e acte, où on entend déjà un petit peu les violons. Ah bah, moi franchement, cette scène-là, c'est malsain, parce qu'elle t'annonce ça avec un grand sourire. Mais tout va bien. Mais tout va bien. On va tous mourir ensemble, c'est pas merveilleux. Elle a jamais bu d'alcool, puis là, elle commence à en boire, donc déjà, là, c'est suspect. Déjà, t'as la tête du petit gars de Tom aussi qui est suspecte. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode. Voilà, le but c'était ça. La faire revenir, la faire se souvenir pour que tout le monde meure ensemble et qu'ils se retrouvent tous dans l'au-delà. Là, faut vraiment, voilà, Maud, c'est vraiment la personne qui n'a vécu que pour cet instant, qui a vécu dans le passé toutes ces années sans jamais essayer de refaire sa vie. Quand tu penses qu'elle est restée dans la maison tout ce temps, elle aurait pu changer de lieu, enfin, partir ailleurs, vraiment, quitter le pays, hein, pourquoi pas ne pas aller aux États-Unis ou je ne sais quoi. Non, elle est restée. C'est vraiment l'archétype de la femme, voilà, qui n'a pas du tout évolué dans le temps, qui est. On le voit par rapport à sa coiffure aussi, à ses vêtements. Ah oui, elle est très vieux jeu. Hein. Alors là, on entend une partie, en tout cas, de l'hymne finlandais Be Still My Soul. Et en fait, dans les paroles, je crois que je les ai un peu traduites. C'est dommage, j'ai pas mon papier sous la main, mais tout ça, c'est pour dire en fait que quelque part, il faut profiter de la vie en fait, en quelque sorte, et qu'il ne faut pas être hanté par les souvenirs du passé. Et là, on le voit bien justement dans cette scène où elle parle à Tom. Tom pense qu'en fait, qu'elle va l'oublier. Et elle lui dit justement tout le contraire en fait, qu'elle a toujours pensé qu'il était avec elle et que justement elle ne l'oubliera jamais, qu'elle fera toujours partie de lui. C'est la phrase qu'elle dit à la fin qui résume tout. Ne pas les voir, ça ne veut pas dire les oublier. Et elle dit aussi là justement dans cette scène que sans lui, elle serait malheureuse en fait. Et donc du coup, elle pourra jamais l'oublier. Car le fait de penser à Tom, ça la rend heureuse. Voilà, alors là, c'est la scène qui m'a fait comprendre que le petit Tom, il est capable d'aller à un endroit à l'autre en une fraction de seconde. Donc du coup, toutes les scènes qui me posaient problème, finalement, peuvent trouver une explication. Il est capable de se déplacer très très vite. Magnifique plan, j'aime beaucoup ce plan. En fait, tous les plans sont réussis dans ce film, en fait, c'est ça que j'adore. Et ouais, je me demande, je pense que c'est quand même un film qui n'a pas dû avoir un gros budget, mais comme quoi, c'est pas parce que vous avez beaucoup de moyens que vous allez faire un super chef-d'œuvre. Hein. Les débauches de moyens, des plein d'exemples qui le montrent, hein, ça c'est clair. Ah bah oui, on en a un tout récent. Un de ces jours qu'on s'amuse à le chroniquer, ce fameux Hobbit, qu'on rigole un bon coup parce qu'on a vraiment l'archétype du film boursouflé de tout et qui finalement ne donne rien. Encore, j'en ai déjà parlé un peu avec toi, mais je te trouve sévère. Sévère par rapport au Hobbit. Parce que on pourrait prendre un film à vraiment beaucoup de budget et qui a cartonné et qui est mauvais. Enfin, il y en a plein, par exemple, chez Marvel. On peut en trouver, oui, des exemples. Et la fin du film. Alors, assez curieuse, hein, parce que vraiment, pendant longtemps, je me suis posé la question, et tout le monde s'est posé la question, est-ce que Florence est vivante ou est-ce qu'elle est décédée? Moi, je pense, après, c'est à chacun de faire son interprétation. Mais justement, je vais te laisser commencer puisqu'on a une idée sur la question qui est assez différente.
Donc je te laisse commencer, à toi l'honneur. Ben moi, en ce qui me concerne, elle est vivante. C'est une volonté du réalisateur de nous maintenir dans le doute. C'est vrai que les premières scènes où le directeur ne semble pas la voir fait penser qu'elle est entre les deux mondes. Mais il y a une petite scène, déjà, et le fait qu'elle demande à Mallory de dire au chauffeur de l'attendre. Depuis quand un fantôme a-t-il besoin d'une voiture pour se déplacer je vois Mallory dire au chauffeur attendez le fantôme de ma chérie pour qu'elle rentre à Londres. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et puis après il y a un petit garçon, alors pas le rouquin, parce que ils expliquent dans le film que les personnes qui se sentent seules sont prédisposées à voir les fantômes, mais il y a un autre petit garçon qui lui dit bonjour. Et je pense, à mon avis, que c'est bien pour signifier qu'elle est toujours vivante. Mais ça peut aussi, mais le fait que le directeur ne la voit pas, je pense qu'elle a aussi atteint, comment dire, comme elle s'est ouverte au monde des esprits, elle est toujours dans le monde réel, mais elle est aussi dans un autre monde, et c'est pour ça que le directeur, qui est très cartésien lui aussi, ne la voit plus. Moi je l'interprète comme ça. Après, chacun son opinion, c'est un film avec une fin ouverte, donc à vous de faire votre opinion. Donc à toi l'honneur, Mathildas, fais-nous part de ton ressenti. Moi je pense que c'est devenu un fantôme. Parce que si on regarde en fait ce film, au début elle se refusait à croire en fait à ce côté un petit peu surnaturel. Et il y a plusieurs choses en venant dans cette école qui lui ont fait prendre conscience que quelque part, du coup, comment expliquer, que quelque part en fait elle avait ses propres fantômes quelque part. On en a tous, certes, mais ces interactions avec le fantôme, le fait qu'elle parle à quelqu'un qui n'existe pas, le fait que justement ce fantôme lui vienne en aide pour essayer de la sauver, moi je pense qu'elle est morte parce que déjà aussi d'une part les gens à qui elle parle à la fin du film sont tous éloignés d'elle, et donc du coup ça laisse à penser que le directeur ne la voit pas, et parce qu'il est justement, comme tu le disais, trop cartésien. Et aussi le fait que un garçon comme Victor soit sensible au fantôme du fait qu'il est seul. Il ne l'aurait pas remarqué puisqu'elle était vivante, et là bizarrement il la remarque. Et puis le fait que le chauffeur, il y avait une histoire avec le chauffeur, c'est ça tu me disais. Je trouve l'histoire avec le chauffeur pas très cohérente aussi. C'est pour ça, je te dis, je pense que la meilleure explication, c'est de dire qu'elle est toujours vivante, mais le fait que maintenant elle sait qu'il y a une vie après la mort, du coup elle est très orientée maintenant sur le spiritisme, etc. Et du coup elle a atteint un autre monde qu'un homme comme le directeur ne peut pas comprendre, ce qui expliquerait qu'il ne la voit pas, parce qu'il la considère comme une cinglée en fait, et que les seules personnes qui lui disent bonjour sont des personnes qui croient en ça. Donc bien évidemment Mallory ne peut qu'y croire, évidemment. Le petit garçon rouquin a très certainement ressenti la présence de Tom à un moment dans l'école. Et peut-être que le dernier garçon qui dit bonjour à Florence, c'est quelqu'un qui y croit aussi. Donc voilà, on peut l'interpréter comme ça aussi. Et je pense que c'est peut-être la meilleure interprétation qu'on peut donner, celle qui se rapproche le plus de la volonté du réalisateur. Après, moi je pense que le réalisateur, il a volontairement voulu en fait laisser au spectateur le soin justement de se faire sa propre vision des choses. Et je trouve que c'est assez rare aujourd'hui dans un film, puisque soit on a une fin qui est complètement incohérente, ou soit on a une fin qui
qui donne tout au spectateur. C'est à boire et à manger. Oui, pardon, je te laisse finir. Pardon. À boire et à manger, et donc du coup, le spectateur après ne peut plus se faire sa propre idée sur la fin du film, quoi, puisqu'on lui donne tous les éléments. Sans qu'ils prennent le temps de réfléchir. C'est rare, et en même temps, il y a quand même pas mal de réalisateurs qui l'ont fait, ça. Bon, l'exemple évident que tout le monde doit avoir en tête, c'est très certainement Inception de Christopher Nolan. Moi, j'en aurais un qui, pour le coup, a été moins perçu, et que je n'avais pas perçu non plus jusqu'à ce que je regarde les bonus. C'est le Pacte des loups. Tout le monde a cru que la fin du Pacte des loups était un happy end, et en fait c'était pas du tout la volonté du réalisateur. La fin est beaucoup plus ouverte qu'il n'y paraît au premier abord, en fait. Donc voilà, on n'y voit pas souvent, mais il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de réalisateurs qui aiment bien faire ce genre de choses quand même. On y reviendra sur ce film parce que tu sais, moi j'ai très peu de films français qui entrent dans mon estime. Mais j'avoue que celui-là, il m'avait fait vraiment forte impression. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de le commenter. Ça me ferait très plaisir. En tout cas. On en aura bien l'occasion, évidemment. Et bien voilà, c'est la fin de The Awakening. Et ben un très bon film, hein, vraiment, qui aurait mérité une sortie en salle, à mon sens. Mais bon, les films, enfin des films de fantômes traités de cette manière, voilà, ça ne fait pas recette, il faut croire. Il vaut mieux regarder cette connerie de Paranormal Activity. Ça, c'est mon petit coup de gueule personnel, hein. Mais voilà, bon, c'est dommage, mais voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo quand même, pour vous faire découvrir un film qui, voilà, n'est pas très connu, pour vous le faire découvrir, parce que vraiment tout est bon dans ce film, au choix des acteurs, la direction, même la musique. La musique, vraiment, c'est une musique que tout bon béophile se doit de posséder, n'est-ce pas, Mathilias? Justement, à ce niveau-là, si tu le permets, j'aimerais vraiment remercier le label Movie Score Media, car c'est grâce à cette BO en fait que j'ai découvert le film et un petit peu le compositeur Daniel Pemberton. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la BO, peut-être que je n'aurais jamais vu ce film et peut-être qu'on n'aurait pas eu l'occasion de le commenter. Et c'est vrai que la musique à l'époque m'avait fait forte impression et c'est ce qui m'a donné envie de regarder le film. Et donc voilà, je tenais à remercier ce petit label suédois de musique de film, car ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais quelquefois ils arrivent à sortir vraiment des perles, quoi. Un compositeur anglais qui se retrouve à faire un CD avec un label suédois, c'est une sacrée aventure, hein, dis donc. Même la musique n'a même pas eu droit à une sortie digne de ce nom. Ouah, dis donc, le film revient de loin quand même, j'ai envie de dire. Franchement, c'est quand même une sacrée histoire, ce truc. Il faut savoir que c'est un film à petits moyens quand même. Donc, ah oui, non, mais ça c'est clair. Hein. Justement, j'aime bien ces petits films à petits moyens qui montrent bien qu'on peut faire de bons films avec très peu de choses. Alors je reprends Paranormal Activity parce que c'est pas que j'ai aimé le premier film, mais à partir du troisième, ça commençait à partir en sucette. C'était incohérent, c'était toujours plus de moyens, toujours plus de scènes pour faire des scènes. Enfin, vraiment, on était sorti complètement de l'optique du premier film. J'avais aimé le premier film parce que c'était fait avec 3 bouts de ficelle et que c'était bien fait. Là, on a un peu perdu ça. Et ce film, The Awakening, m'a réconcilié avec le genre, quoi. J'aime bien ce genre de film où t'as pas besoin de faire une débauche d'effets spéciaux et de gore pour te faire peur. D'ailleurs, j'ai jamais compris en quoi le gore faisait peur. Ça te rend plus malade qu'autre chose. Voilà, c'est un petit film intimiste qui vraiment mérite le coup d'œil. Ok, ça vous fait pas peur, mais c'est pas parce qu'un film ne vous fait pas peur qu'il a raté son objectif. De toute façon, je peux même pas dire si on peut caser The Awakening dans une catégorie horrifique. Enfin, moi je le verrais plutôt dans un drame fantastique, quoi. Enfin, moi je le verrais plutôt. Ah bah c'est quand même dramatique comme histoire. Après c'est pas un film qui est censé faire peur en fait. C'est plus un drame psychologique, j'ai envie de dire. Ah oui, avec empreinte surnaturelle, oui. Oui, psychologique, oui, je suis d'accord, oui.
Avec une touche de gothique, j'ai envie de dire, pour l'époque, un petit peu pour les personnages. Même si on en sort un peu là, du gothique. Là pour le coup, un film, j'ai envie de dire, qui prend un petit peu le contre-pied de celui-là et qui pourtant est pas si mauvais, malgré les critiques acerbes, c'est The Wolfman de Joe Johnston. Non, mais il faut que je le voie. Qui a beaucoup travaillé l'aspect gothique. Ça aussi, ça c'est un film, c'est une véritable aventure, la création de ce film, quoi. Là, voilà, pour le coup, je suis un petit peu... La seule chose qui me déçoit un petit peu sur ce film, mais bon, c'est lié aussi au fait qu'il soit sorti en catimini, c'est que moi, l'édition DVD que j'ai, il n'y a absolument rien. Pas de bonus, pas de commentaires audio, rien du tout. Donc je ne sais pas, j'espère qu'on s'est approché le plus possible de la vision du réalisateur, qu'on a vraiment essayé de comprendre ce qu'il a voulu faire. Mais en l'absence de tout ça, je peux pas en être sûr à 100%. Tu as la version Blu-ray, il y a un peu plus de choses, mais c'est pas non plus folichon. Voilà, dommage, vraiment dommage. Un film vraiment qui aurait mérité un peu plus de considération, notamment de la part des salles françaises. Merci de ne pas l'avoir sorti au cinéma en France. Mais par contre de nous proposer tout un tas de bouses qui ne mériteraient même pas d'y figurer. Mais après, c'est vrai que pour La Maison des Ombres, je vous conseille de le voir avec le Blu-ray parce qu'il y a les bonus. En tout cas, moi j'ai le Blu-ray anglais et il y a les bonus. Donc du coup, je pense que sur le Blu-ray français, il doit y avoir des bonus aussi. Quoique j'en suis même pas sûr en fait, tellement qu'il est sorti. Moi, à mon avis, c'est un film qui n'a tellement intéressé personne. Là, franchement, l'édition DVD que j'ai, c'est le minimum syndical, quoi. On te propose juste la VO, le chapitrage, et puis basta, quoi. C'est vraiment le minimum syndical. Dommage. Mais vraiment un film à découvrir. Donc, sur ce, je pense que nous allons nous arrêter là pour cette séance. En sachant qu'on a un autre film sur le feu, on vous a donné plein d'indices lors de ce commentaire, donc vous arriverez peut-être à découvrir de quoi on va parler. Voilà, j'en dis pas plus, c'est la surprise. Et puis merci à Mathias de m'avoir accompagné encore une fois. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Oui, j'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension pour aborder ce film parce que je l'avais revu et puis je me disais mais qu'est-ce que je vais avoir à dire dessus, et finalement avec ton soutien on s'en est pas trop mal tiré, je trouve. Merci à toi d'avoir pris le temps d'avoir commenté ce film avec moi parce que tu sais à quel point je le tiens en vraiment haute estime. Eh bien, on va s'arrêter là. On vous dit une prochaine fois pour un nouveau commentaire audio. Voilà. Au revoir à tous, à la prochaine. Salutations.